La Russie est désespérée. Tellement désespérée qu'elle en vient à prendre des mesures drastiques, comme sortir des chars soviétiques vieux de 50 ans de la case pour les utiliser dans son invasion en cours de l'Ukraine. C'est une décision embarrassante de la part d'un pays qui prétend être l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Et c'est peut-être la confirmation la plus claire que nous ayons vue jusqu'à présent que la Russie est en train de manquer rapidement de matériel militaire. La nouvelle a été révélée par un chercheur en renseignement, Open Source Intelligence, qui se fait appeler Jumpy sur X. Jumpy suit les dépôts de stockage de chars russes depuis le début de la guerre. Jusqu'à présent, il surveille tous les mouvements ou activités intéressants dans plusieurs grandes installations à travers le pays. Il a déjà publié plusieurs mises à jour intéressantes par le passé, partageant ses découvertes avec ses abonnés et des observateurs attentifs du monde entier. Fin de l'année dernière, il a publié un fil fascinant révélant cela. La 1295e base centrale de réserve de chars de Russie, qui avait autrefois abrité plus de 1000 véhicules, dont des véhicules de combat d'infanterie BMP et des chars T-55 et T-62 de l'époque soviétique, avait été presque complètement vidée. C'était la première fois que nous assistions à un tel événement. Et cela arrivait à un moment où des rapports et des rumeurs commençaient à circuler selon lesquels les réserves de chars russes commençaient à s'épuiser. La dernière mise à jour de John P. apporte encore plus de preuves pour étayer ces affirmations. Le 14 juillet, Jean Pi a publié des images aériennes de bases de stockage de chars russes, y compris la 349e, où sont entreposés d'anciens chars soviétiques T-72. Selon son analyse, il semble que les forces russes aient commencé à sortir ces chars, dont la plupart la datent de la fin des années 1970 des entrepôts, et à les remettre en service, a expliqué Jean Pi. D'après les signes récents observés dans les principaux dépôts de chars, comme le 349e, qui abrite des T-72, il semble que la Russie se prépare à les remettre en service. Le chercheur Open Source Intelligence en ligne a ajouté que c'est probable. La Russie travaille actuellement à déterminer quels chars, le cas échéant, sont réellement prêts au combat ou adaptés à la réparation et à la remise à neuf, étant donné qu'ils sont si anciens et souvent en mauvais état. Donc, même à une époque où la Russie dépense des sommes records pour son armée et fait de grands efforts pour agrandir ses forces armées, tout en bombardant quotidiennement l'Ukraine, avec des drones, des missiles et des tirs d'artillerie en coulisses. Ces soldats sont obligés de fouiller dans des dépotoirs et des entrepôts oubliés depuis longtemps, à la recherche de chars mis sous cocon qui pourraient encore fonctionner. Voici un aperçu de la façon dont le pays en est arrivé à ce nouveau niveau d'humiliation. La Russie a longtemps été célèbre pour ses chars. Elle a toujours maintenu un grand stock de chars prêts au combat, tout en gardant des milliers d'anciens chars en réserve, prêts à être remis à neuf, modernisés et déployés si nécessaire. C'est quelque chose dont le pays et son dirigeant, le président Vladimir Poutine, sont fiers. Et lorsque l'invasion de l'Ukraine a commencé, les estimations variaient, mais selon certaines sources, on pensait que la Russie possédait plus de 16 000 chars au total, dont environ 3 300 étaient pleinement opérationnels. Cela comprenait des modèles comme les T-90, T-80, T-14, Armata, T-72, T-62 et T-64. Cependant, il n'a pas fallu longtemps aux forces armées ukrainiennes pour commencer à endommager et à détruire les chars russes lorsqu'ils ont franchi la frontière et pénétré sur le sol ukrainien. L'Ukraine a utilisé de nombreuses méthodes tout au long du conflit jusqu'à présent pour contrer l'armée de chars du Kremlin, y compris des drones, des missiles anti-chars guidés, et même des mines. Les armes fournies par l'Occident ont aidé en ce sens. L'Ukraine a pu compter par exemple sur des centaines de missiles américains, Fédération Générale des Mines, 148 javelins, ainsi que sur des milliers d'armes anti-chars Next Generation Light Anti-Tank Weapon provenant du Royaume-Uni, capables de détruire des chars d'un seul tir à courte portée. L'Ukraine a également progressivement maîtrisé l'art de la guerre, par drone au fur et à mesure de l'avancée du conflit. Et il n'est pas rare, de nos jours, d'entendre des rapports, ou même de voir des images vidéo de nuées de drones ukrainiens, ciblant les chars ennemis, frappant habilement leurs points les plus faibles, et les réduisant en miettes en un instant. Il est également juste de dire que la Russie n'a pas vraiment utilisé ses chars de manière très efficace ou intelligente jusqu'à présent pendant la guerre. Les chars sont plus efficaces lorsqu'ils font partie de forces interarmes. Ils ont besoin d'unités d'infanterie proches pour les protéger des menaces à courte portée, comme les missiles anti-chars. Cependant,
Au début de la guerre, on voyait souvent les chars russes combattre seuls, ce qui en faisait des cibles faciles pour les équipes anti-chars ukrainiennes présentes dans la zone. Des rapports ont également révélé que de nombreux équipages de chars russes manquent de formation et d'expérience, ce qui entraîne de mauvaises prises de décision sur le champ de bataille. De plus, il y a le fait que les chars russes sont mieux adaptés au combat en terrain ouvert et ne fonctionnent pas aussi bien dans des environnements urbains denses comme les villes et cités d'Ukraine. Grâce à leur avantage du terrain, les défenseurs ukrainiens ont trouvé des moyens de tendre des embuscades et d'éliminer char après char. Il est impossible de savoir exactement combien ils en ont détruit au total, et les estimations varient énormément. Plus tôt cette année, par exemple, l'Ukraine a affirmé avoir détruit son 10 millième char russe. Le site de renseignement en source ouverte. Oryx rapporte un chiffre bien plus faible, mais néanmoins significatif, d'environ 3700 à 4000 chars. Le chiffre réel se trouve probablement entre les deux. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine a détruit des milliers de chars russes, et la Russie a dû faire face à ces pertes. Elle l'a fait de deux manières distinctes. Premièrement, la Russie a tenté d'augmenter sa production de chars. Son objectif est de produire des chars plus rapidement que l'Ukraine ne peut les détruire, afin de reconstituer et d'élargir son armée de chars, dans l'espoir de finir par submerger la résistance ukrainienne, et de capturer non seulement des régions contestées comme Donetsk et Louhansk, mais aussi des grandes villes comme Kharkiv et Kiev. Le général Christophe Cavoli, l'ancien commandant suprême des forces alliées en Europe pour l'OTAN, l'a confirmé plus tôt cette année, écrivant « Les forces terrestres russes, en Ukraine, ont perdu environ 3000 chars, 9000 véhicules blindés, 13 000 systèmes d'artillerie et plus de 400 systèmes de défense aérienne au cours de l'année écoulée. En conséquence, il est prévu que la base industrielle de défense russe produise 1500 chars, 3000 véhicules blindés et 200 missiles balistiques et de croisière Iskander cette année. À titre de comparaison, les États-Unis ne produisent qu'environ 135 chars par an et ne fabriquent non plus de nouveaux véhicules de combat Bradley. De plus, nous prévoyons que la Russie produira 250 000 obus d'artillerie par mois, ce qui la place sur la voie de constituer un stock 3 fois supérieur à celui des États-Unis et de l'Europe réunie. Les statistiques confirment les dires de Cavoli. Un rapport récent du magazine Military Watch a révélé que la Russie a triplé les taux de production de ses chars de combat principaux T-90M, passant d'environ 90 à 110 nouveaux chars en 2020 à près de 300 en 2024. En même temps, la fabrication de nouveaux chars coûte des sommes énormes. Chaque nouveau T-90M coûtait jusqu'à environ 45 millions de dollars. Et avec l'économie russe en difficulté, et le président Poutine obligé de réduire le budget de la défense du pays, pour 2026, la Russie ne pourra pas continuer à produire des chars indéfiniment. La deuxième façon dont la Russie a essayé de compenser ses pertes de chars est de sortir d'anciens chars des entrepôts de stockage. Comme mentionné précédemment, elle a conservé de nombreux chars datant de l'époque de l'Union soviétique et de la guerre froide en stockage à long terme, au cas où il serait un jour nécessaire. Un problème avec cette méthode est que beaucoup de ces chars sont tellement anciens qu'ils ne sont tout simplement pas adaptés aux conditions de combat modernes. Ainsi, ils doivent souvent être entièrement réparés et remis en état avant de pouvoir être déployés et utilisés sur le champ de bataille. Et cela demande du temps, de l'argent, de la main-d'œuvre et des ressources. Un autre problème est que même si la Russie disposait à l'origine d'un très grand stock de chars soviétiques mis sous cocon, elle a rapidement employé les modèles les plus solides et modernes, ne laissant que les unités anciennes et moins puissantes. Ce qui nous ramène à ces anciens T-72 repérés par Jumpy et d'autres chercheurs Open Source Intelligence. Les estimations suggèrent que la Russie avait un peu plus de 1100 chars T-72 entreposés dans ses différentes installations, y compris des T-72A de la fin des années 70 et des modèles Oural, qui sont encore plus anciens. Selon l'analyse de Jumpy, pratiquement tous ces chars sont classés comme étant en mauvais ou très mauvais état. Mais avec un inventaire aussi limité d'équipements de qualité parmi lesquels choisir, la Russie est obligée de remettre en service ces chars de moindre qualité, comme le note Jumpy. Une image satellite récente de la 111e base de stockage montre qu'environ la moitié du matériel bien conservé restant a disparu. Seule la moitié de la base est visible, mais dans celle qui stockait le matériel bien conservé restant, presque tout a disparu. C'est une histoire tout aussi sombre pour la Russie dans d'autres bases. À la 1295e par exemple, Jumpy dit « un tas de BMP en très mauvais état, et c'est tout ».
Même l'immense casse est en train d'être vidé. Probablement. L'officier local responsable profite de la vente de ferraille aux commerçants locaux. À cause de cela, ce sera choquant, mais pas surprenant, si nous voyons bientôt des troupes russes traverser la frontière et entrer en Ukraine à bord de T-72 et de chars Oural. Pour comprendre à quel point cette décision est embarrassante pour les Russes, nous devons examiner de plus près les chars en question. Le T-72A est l'une des plus anciennes versions du char de combat principal soviétique T-72. C'est un char de deuxième génération qui remonte à plusieurs décennies. De nombreuses principales forces militaires utilisent désormais des chars de troisième voire de quatrième génération. L'Ukraine, par exemple, a reçu divers chars de troisième génération de la part d'alliés du monde occidental, comme les chars Challenger 2 du Royaume-Uni, les Léopard 2 d'Allemagne et les M1A1 Abrams des États-Unis. La Corée du Sud, quant à elle, possède le très avancé K2 Black Panther de 4ème génération, qui est largement considéré comme l'un des modèles les plus sophistiqués au monde aujourd'hui. Certains chars de 2ème génération peuvent encore être viables dans certaines situations. Mais la réalité est que le monde allait évoluer, et la technologie des chars d'aujourd'hui dépasse de loin celle des décennies passées. Et quand on regarde de plus près les spécifications techniques du T-72, il est facile de voir qu'il est dépassé. Par exemple, le T-72A est propulsé par un moteur diesel de 780 chevaux. Cela lui permet d'atteindre environ 60 km/h sur route. Il peut également s'attaquer à des terrains assez difficiles, mais la plupart des chars modernes ont des moteurs bien plus puissants. Le M1 Abrams par exemple est doté d'un moteur de 1500 chevaux, ce qui lui confère un rapport poids-puissance dont le T-72A ne peut que rêver. Grâce à cela, des chars plus modernes comme le M1 peuvent se déplacer beaucoup plus rapidement sur différents types de terrains. Et en parlant de mobilité, l'une des principales faiblesses du T-72 apparaît lorsque l'opérateur passe la marche arrière. En marche arrière, il avance à une allure d'escargot, bien inférieure à sa vitesse habituelle. Cela le met en net désavantage tactique. Passons maintenant au sujet du jour. Top. Les chars comme le M1 Abrams possèdent à plusieurs vitesses de marche arrière, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses plus élevées en reculant, et ils peuvent généralement se déplacer à la même vitesse en marche arrière, comme ils le feraient en avançant. Cela les rend nettement plus mobiles. Les chars modernes disposent également de systèmes de transmission et de suspension plus avancés que les anciens modèles dépassés, comme le T-72A. Ils se comportent de bien mieux sur un terrain accidenté ou rocheux, offrant une conduite plus souple et plus confortable pour ceux qui sont à bord. En revanche, monter à bord d'un 72A est une expérience notoirement désagréable. L'intérieur manque d'ergonomie, même pour un équipage de 3 personnes. On s'y sent à l'étroit et claustrophobe, les occupants étant obligés de contorsionner leur corps dans des positions inconfortables pendant des heures. Cela peut ne pas sembler très important dans l'ensemble, et les chars ne sont pas vraiment faits pour être confortables et douillets. Cependant, forcer les équipages de chars à rester dans des conditions aussi étroites et confinées pendant de longues périodes peut facilement provoquer de la fatigue, les rendant plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions sur le champ de bataille, de se mettre eux-mêmes et leurs camarades en danger, et de donner un avantage à l'ennemi. Le confort de l'équipage est une priorité majeure dans la conception des chars modernes, notamment pour cette raison. De nombreux modèles populaires actuels offrent des cabines d'équipage assez spacieuses. Des systèmes avancés de protection nucléaire, biologique, chimique pour la sécurité de l'équipage, ainsi que d'autres fonctionnalités comme la climatisation intelligente. Quant à la puissance de feu, le T-72A se révèle encore une fois insuffisant. Il est équipé d'un canon lisse de 125 mm 2A46 capable de tirer une gamme variée de munitions. Ce n'est pas un mauvais canon, mais il lui manque les systèmes de contrôle de tir avancés et les optiques de pointe que l'on trouve dans les chars plus modernes. Les chars d'aujourd'hui sont généralement équipés de canons lisses de 120 mm, capables de tirer une grande variété d'obus à énergie cinétique et chimique avancée. Ils disposent de systèmes de contrôle de tir avancés, d'images thermiques, de capacités chasseurs-tueurs qui permettent aux chefs de char de rechercher et d'identifier de nouvelles cibles pendant que le tireur engage d'autres cibles, et d'ordinateurs balistiques numériques pour calculer précisément et efficacement la trajectoire de leurs tirs et atteindre leurs cibles avec une précision remarquable. En d'autres termes, les chars d'aujourd'hui sont bien meilleurs pour repérer, verrouiller et frapper leurs cibles rapidement et avec un effet dévastateur. Alors que le T-72A, encore une fois, est une option beaucoup plus lente et moins fiable.
En termes de capacité défensive également, le T-72A n'a aucune chance de rivaliser avec les meilleurs chars actuels. Il possède un peu de blindage composite ici et là, pour se protéger contre différents types de tirs, mais il lui manque les blindages solides, renforcés et souvent modulaires des alternatives modernes. De nombreux chars modernes sont équipés de blindage réactif explosif, ERA, qui offre une protection puissante même contre les missiles anti-chars. Il fonctionne en déclenchant en fait une charge explosive contrôlée lorsqu'un projectile le frappe. La force explosive qui en résulte aide essentiellement à perturber le projectile entrant, réduisant ainsi son pouvoir de pénétration. De plus, les chars de 3e et 4e génération les plus avancés sont équipés de systèmes de protection active ou systèmes de protection active. Ces systèmes, encore une fois, aident à empêcher certaines armes anti-chars d'endommager ou de détruire le véhicule lui-même. Il existe des options de protection active, soft kill, comme les éblouisseurs laser et les grenades fumigènes pour dissimuler le char aux vues ennemies, ainsi que des systèmes de protection active hard kill, des mesures qui impliquent généralement l'utilisation contrôlée d'explosifs pour cibler et détruire les missiles ou obus entrants avant le point d'impact. Le T-72A ne possède aucun de ces systèmes, ce qui rend sa capacité de survie extrêmement faible par rapport aux chars modernes. Et il possède un défaut de conception critique, qui peut en faire un véritable piège mortel pour toute personne malchanceuse coincée à l'intérieur. Ce défaut de conception est lié au canon à chargement automatique du char. Les experts ont toujours été divisés sur la question de savoir s'il vaut mieux ou non avoir un chargeur automatique dans un char. D'une part, le chargeur automatique peut rendre le char plus efficace. Il assume le rôle d'un membre d'équipage, permettant au char de fonctionner avec 3 personnes au lieu de 4. Les meilleurs chargeurs automatiques d'aujourd'hui sont également ultra rapides, permettant à des chars comme le K2 Black Panther de tirer à des cadences plus élevées que la plupart des autres modèles. D'un autre côté, lorsque les chargeurs automatiques sont mal conçus ou mal mis en œuvre, ils peuvent causer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Ils rendent le char plus complexe sur le plan mécanique, par exemple en introduisant tout un autre système qui pourrait être endommagé ou tomber en panne en plein combat. De plus, dans le T-72A en particulier, le chargeur automatique nécessite un accès facile au stockage des munitions du char, afin de pouvoir charger rapidement et tirer à la demande. À cause de cela, toutes les munitions sont stockées dans un système de carrousel juste sous la tourelle du char. Et c'est un problème, car cela transforme effectivement le char en baril de poudre. Il suffit d'un seul coup direct sur la tourelle pour que tout parte en flammes. Cela n'aurait peut-être pas été un si gros problème en 1979, lorsque le T-72A a commencé à sortir des usines. De nos jours, cependant, beaucoup des meilleures armes anti-chars utilisées en Ukraine, comme les missiles Javelin mentionnés précédemment, ou les drones kamikazes ukrainiens, visent spécifiquement le dessus et la tourelle des chars, là où le blindage est généralement le plus faible. En d'autres termes, il est remarquablement facile, avec le bon équipement, pour un seul soldat ukrainien de détruire un T-72 entier et d'anéantir son équipage en un clin d'œil, avec rien d'autre qu'un seul missile ou un drone relativement bon marché. Bien sûr, les Russes ne sont pas aveugles à ce problème. Ils savent que la conception de leur T-72 est fondamentalement défectueuse. C'est pourquoi l'armée a tenté d'apporter des solutions assez innovantes pour l'améliorer. Ils ont tenté de construire des cages grillagées autour de la tourelle du char pour une meilleure protection anti-drone. Et certains T-72 ont même été aperçus avec une armure supplémentaire de type carapace de tortue soudée sur leur partie supérieure et autour des tourelles, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire. Bien que créatives, ces méthodes ne sont pas vraiment efficaces. L'armure supplémentaire rend le T-72 plus lourd, plus lent et plus difficile à manœuvrer, en particulier dans les environnements urbains ou les zones de végétation dense. En d'autres termes, même lorsque les Russes essaient de renforcer leurs chars, ils les affaiblissent en même temps. Au moment de sa sortie, le T-72A n'était pas du tout un mauvais char. En fait, il représentait une amélioration majeure par rapport au modèle Oural d'origine du T-72. Il a introduit un télémètre laser, un système de contrôle de tir électronique, des lance-grenades fumigènes et un blindage composite renforcé sur le dessus. Mais la technologie des chars évolue très rapidement, et comme nous l'avons vu, le T-72A n'a pas sa place sur les champs de bataille de 2025. Il est lent, peu fiable et faible, avec une technologie primitive et une puissance de feu inférieure selon les normes actuelles. Il n'a aucune chance de vaincre un char de 3e ou 4e génération plus avancé en combat frontal. Malgré cela, la situation est désormais si mauvaise pour la Russie qu'elle est obligée de se tourner vers ses vieux chars fatigués dans une tentative désespérée de maintenir la pression sur l'Ukraine.
La plupart seront probablement trop vieux et abîmés pour être utiles. Et la plupart de ceux qui sont redéployés seront probablement détruits avant de pouvoir infliger des dégâts significatifs, ce qui causera à Poutine des pertes encore plus importantes à gérer. En résumé, la Russie traverse une période difficile. Découvrez les revers du Kremlin dans nos dernières vidéos. En regardant comment un allié majeur a tourné le dos à Poutine. Ou comment l'OTAN a menacé de bombarder la région russe de Kaliningrad si la Russie abat un autre avion de ligne. Abonnez-vous aussi à notre chaîne d'information fiable pour rester informé sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine.